Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ce soir, un accident pas très catholique. La Mercedes roulait à vive allure. En entrant dans l'agglomération, elle ralentit, respectant ainsi la limitation de vitesse. Il y avait beaucoup de monde sur la route ce jour-là, en raison des retours de week-end. Les citadins étaient, comme d'habitude, partis aux mêmes heures et se retrouvaient tous ensemble, comme chaque dimanche soir, sur la route. Mais la Mercedes roulait en sens inverse du courant de circulation le plus important, et elle se mit à reprendre de la vitesse. Soudain, elle quitta la chaussée sur sa droite, percuta le pylône électrique implanté à l'angle d'une rue, rebondit et alla s'écraser contre le mur d'une maison. En quelques secondes, elle s'embrasa et se transforma en une torche géante. Quelques automobilistes qui s'étaient arrêtés, horrifiés devant le véhicule en flammes, essayèrent en vain d'éteindre le feu avec des extincteurs. Quand ils purent enfin s'approcher de la Mercedes, ils ne trouvèrent plus qu'un corps carbonisé. Dès leur arrivée sur les lieux, les gendarmes de la brigade de Vaudremont constatent que l'intérieur de la voiture est complètement détruit par le feu. Le conducteur, seul occupant du véhicule, est retrouvé allongé sur les sièges avant, entièrement carbonisé et donc difficilement identifiable. La voiture, une Mercedes, est immatriculée en Allemagne. La carrosserie et le moteur sont gravement endommagés sur tout l'avant par suite du choc contre le pylône et le mur. Une partie du mur défoncé par la Mercedes s'est écroulée dans le fossé bordant la route. À peine arrivés sur les lieux, les gendarmes sont absorbés par les premières mesures à prendre. Alerter les pompiers, faire venir un médecin, prévenir le commandant de compagnie, appeler un garagiste, faire évacuer le corps, réguler la circulation et protéger les lieux. Bref, la routine. Mais hélas, tout cela est difficilement mis en place dans la cohue d'un retour de week-end. C'est le commandant de compagnie, le commandant Largnac, qui m'avait téléphoné. Largnac était un excellent homme, très bon officier. Il était en place dans la région depuis près de 3 ans. Il arrivait de son Béarn natal. « Désolé de vous déranger, Kermadec. Peut-être étiez-vous en famille, mais j'ai un problème. Il faut que vous veniez. Un accident pas beau à voir, et qui ne me semble pas très catholique. » Pas très catholique. C'était l'expression favorite de Largnac, qui la mettait à toutes les sauces. En l'occurrence, j'aurais bien aimé qu'il m'explique en quoi pouvait consister un accident catholique. Quelques minutes plus tard, je me trouvais à Vaudremont sur les lieux de l'accident. L'ambulance venait d'emporter le corps calciné du malheureux conducteur vers la morgue de l'hôpital régional. Le commandant Largnac me fit part de ses premières constatations. Regardez, Kermadec, il n'existe aucune trace sur la chaussée pouvant traduire une réaction du conducteur ou un défaut du véhicule. La cause de l'accident n'apparaît ni sur le terrain, ni dans les premiers témoignages. Les personnes qui ont vu l'accident affirment qu'aussitôt après le choc, la voiture s'est embrasée dans sa totalité, comme sous l'effet d'une explosion brutale. Les sauveteurs munis de plusieurs extincteurs se sont aussitôt précipités, mais leur action est restée sans effet. Autre constatation, Kermadec, l'état du cadavre ne permet pas son identification. Pas de papier, pas de vêtements. On ne sait même pas, pour l'instant, si la victime est un homme ou une femme. De vous à moi, ça n'est pas très catholique, tout ça. En effet, cet accident qui, à première vue, pouvait sembler banal, était bien étrange.
Mais avant de tirer des conclusions, il fallait d'abord rechercher l'identité de la victime ainsi que les causes de l'accident. La victime avait été évacuée sur la morgue de l'hôpital de la région. J'adressai un premier message, incomplet bien sûr, au Centre national d'information routière. Je me trouvais encore sur les lieux du drame quand, parmi les inévitables curieux, un jeune couple demanda à faire une déposition, prétendant reconnaître la voiture. En effet, quelques jours plus tôt, ces témoins spontanés, qui s'appelaient Pierre et Sylvie Larue, avaient rencontré les occupants de la Mercedes, un couple d'Allemands, Karl et Birgit, avec lesquels ils avaient sympathisé et passé plusieurs soirées. Ils ne connaissaient que leur prénom et le nom de l'hôtel où ils logeaient, le Regina, à Langres. Immédiatement, je préviens la brigade territoriale de Langres. Les gendarmes se rendent à l'hôtel Regina et apprennent que les deux Allemands ont couché là les 3 nuits des 17, 18 et 19 juin, mais qu'ils n'ont pas reparu depuis, bien qu'ils aient laissé des affaires personnelles dans la chambre. Les gendarmes de la brigade de Langres saisissent immédiatement les effets personnels ainsi que la fiche d'hôtel remplie par les deux clients. Ces fiches comportent les noms de Birgit Hoffen et Karl Strauss, âgés respectivement de 23 et 25 ans, de nationalité allemande et venant de Berlin. Le patron de l'hôtel Regina se souvient très bien de la voiture du jeune couple, dont la description correspond parfaitement à celle de la voiture accidentée. Les vêtements saisis dans la chambre d'hôtel sont essentiellement féminins. Ils appartiennent donc a priori à Birgit Hoffen. Il n'y a rien qui semble avoir été laissé par Karl Strauss. Malgré tous ces renseignements, l'identité du conducteur de la Mercedes au moment de l'accident reste à découvrir. Pour cela, je prends contact avec le consulat d'Allemagne en l'informant que la victime de l'accident pourrait être Karl Strauss ou Birgit Hoffen et qu'il serait bon d'obtenir des renseignements plus précis en interrogeant les familles Strauss et Hoffen à Berlin. Une autopsie du cadavre calciné découvert dans la voiture est prévue le 23 juin à 18h. Le dimanche 22 juin, le consulat d'Allemagne apporte des éléments positifs à notre enquête. Bien que la Mercedes appartienne vraisemblablement à Karl Strauss et à Birgit Hoffen, les familles doutent fortement de la mort de l'un d'entre eux. Toutefois, elles apportent des précisions qui seront fort utiles pour l'identification du cadavre. Karl Strauss porte en permanence une gourmette en or sur laquelle est gravé son prénom. Il porte également une chaîne en or autour du cou. Birgit, elle, porte toujours une bague en or dans laquelle est incrustée une pierre fine, rectangulaire, et aussi, autour du cou, une chaînette avec une médaille de la Vierge. Les gendarmes de la brigade, qui ont été les premiers sur les lieux de l'accident, confirme qu'une bague a été retrouvée dans la voiture accidentée. Elle correspond parfaitement à la description sommaire fournie par la famille. En revanche, on n'a retrouvé ni la chaînette en or, ni la médaille de la Vierge. Le corps de la victime serait-il celui de Birgit Hoffen? Mais alors, où est passé son compagnon, Karl Strauss? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. J'ai fait diffuser sa photographie dans la presse et le 23 juin à 15h, de lui-même, Karl Strauss se présente à mon bureau. Il est bouleversé en apprenant ce qui est arrivé. Et il ne peut pas croire que le corps calciné découvert dans la Mercedes soit celui de Birgit, sa compagne. Monsieur Strauss, pourquoi n'étiez-vous pas avec mademoiselle Hoffen le jour de l'accident et pourquoi avez-vous disparu jusqu'aujourd'hui? On s'était un peu disputé. On avait décidé de nous séparer. Enfin, pour être plus précis, j'avais décidé de quitter Birgit. Depuis que nous avions quitté l'Allemagne, nous n'arrêtions pas de nous quereller. Ce voyage qui aurait dû être une joie était devenu un supplice. Alors,
J'y suis parti le 20 juin au matin. J'ai fait ma valise et j'ai pris le train. Où êtes-vous parti, monsieur Strauss? Vers le sud de la France, vers la Côte d'Azur. Monsieur Strauss, pouvez-vous prouver que le jour de l'accident, vous n'étiez plus dans la région? Je ne sais pas, avez-vous un billet de train, des témoins, enfin quelque chose, quelqu'un qui prouve que vous étiez loin d'ici? Non, commandante. J'ai jeté mes billets de train, je n'ai pas de témoins, mais ma parole devrait vous suffire. Pourquoi vous mentirais-je? Parce que, monsieur Strauss, l'accident de voiture qui a coûté la vie à mademoiselle Hoffen nous semble suspect. Nous attendons les résultats de l'autopsie, mais aussi nous voulons connaître les causes exactes de cet accident. Une voiture qui roule à 40 km/h et qui percute un pylône et un mur ne s'enflamme pas comme une allumette en si peu de temps. Il ne reste rien de mademoiselle Hoffen, ni papier, ni vêtements. Nous ne sommes même pas certains que ce soit son corps que nous avons sorti du véhicule, monsieur Strauss. Meine commandante, je ne sais plus quoi vous dire. Qu'est-ce que je dois faire? Monsieur Strauss, je vous prie de rester à notre disposition. Veuillez s'il vous plaît ne pas quitter la région. J'avais reçu d'Allemagne d'autres précisions concernant Birgit Hoffen qui pouvaient m'être utiles pour l'identification. Birgit Hoffen avait été victime 7 ans auparavant d'une fracture du péroné droit et, il y a 4 ans, à la suite d'un accident de voiture, d'une double fracture du maxillaire inférieur. L'autopsie avait lieu comme prévu à 18h et je décidai de m'y rendre, muni des derniers renseignements obtenus. Le médecin légiste a pu prélever et radiographier le péroné droit, mais son examen ne permet de détecter aucune lésion ancienne. L'ablation des tissus calcinés au niveau de la face permet le prélèvement du maxillaire inférieur. La denture est jugée en excellent état, sans érosion notable, et l'os ne porte aucune anomalie, asymétrie ou cale, permettant de diagnostiquer rétrospectivement une fracture. Enfin, incrustée dans la chair carbonisée du cadavre, on retrouve la chaînette et la médaille de la Vierge. Mais tout ça ne me convainc pas encore. Le corps calciné est-il bien celui de Birgit Hoffen? Des détails supplémentaires se révèlent nécessaires. Par l'intermédiaire du consulat, un nouveau contact est pris avec la famille Hoffen qui vit dans une tragique incertitude, sans toutefois songer à se déplacer jusqu'ici. Les parents de Birgit nous envoient des radiographies dentaires prises à l'époque de sa double fracture de la mâchoire. Un expert stomatologiste se joint au médecin légiste afin de conduire une étude comparative plus poussée, et cette fois, les conclusions sont positives. Il existe une séquelle visible de fracture de l'angle droit du maxillaire et surtout la comparaison des radiodentaires et de la mâchoire de la victime démontre que les groupes dentaires sont identiques. L'autopsie, cette fois, est catégorique. Elle permet de conclure qu'il s'agit bien de Birgit Hoffen, de nationalité allemande, âgée de 23 ans. L'identification est terminée, mais elle aura nécessité de nombreuses démarches et un délai d'une bonne dizaine de jours. Ce mystère étant éclairci, il me faut maintenant résoudre celui des causes de l'accident. Le jour de l'accident, les premières opérations terminées, le chef Beauvais, technicien des investigations criminelles, avait recherché sur les lieux du drame tous les indices susceptibles de fournir une explication à l'étrange incendie de la voiture. La fouille détaillée de la carcasse de la Mercedes n'avait apporté que peu d'éléments. Un attache-papier de bureau en forme de pince à linge en bois, recouvert de simili-cuir avec ressort métallique, avait été découvert sur la pédale d'embrayage. Sur le plancher avant du véhicule, près de la portière droite, on a trouvé les restes fondus d'un morceau de tuyau en matière plastique. L'ensemble mesure environ 1 mètre.
Des morceaux de papier et des chiffons brûlés étaient éparpillés dans la voiture. Dans le fossé, à proximité de l'automobile accidentée, le chef Beauvais avait découvert le morceau intact d'un tuyau neuf paraissant identique au précédent. Ce tuyau était recouvert intérieurement d'une substance charbonneuse et l'un des bouts était aplati et fondu. Tout cela est bien étrange. Ces différents matériaux ont été saisis pour être remis au parquet en même temps que la procédure. Le 24 juin, je reçois à nouveau Karl Strauss, qui me semble très préoccupé, dans un état de grande nervosité. Il est d'une pâleur extrême et me parle avec des sanglots dans la voix. « Mein Commandant, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis très malheureuse de la mort de Birgit. Je suis responsable de sa mort, mais pas comme vous le croyez. Birgit m'avait dit que si je la quittais, elle se tuerait. Je n'ai pas voulu la croire. Vous savez, mein Commandant, Birgit était très déprimée depuis quelque temps. Elle sentait que notre liaison se terminait, n'est-ce pas? Elle avait insisté pour faire ce voyage, pensant que je reviendrais à de meilleurs sentiments. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé. Je ne pouvais plus la supporter. Je l'ai quittée subitement dans un pays qu'elle ne connaissait pas, loin de sa famille, de ses amis, qui auraient pu l'aider à surmonter son chagrin. Ah, mein Commandant, à mon âme et conscience, je crois vraiment que Birgit s'est suicidée. Karl Strauss est sympathique et il a l'air innocent. Mais des assassins sympathiques, à l'air innocent, j'en ai vu défiler beaucoup dans mon bureau. Tout de suite après Karl, je reçois les deux premiers témoins, Pierre et Sylvie Larue, qui avaient rencontré Karl et Birgit et qui, au début de l'enquête, m'ont fait retrouver la trace des jeunes Allemands. Ils sont tout excités parce qu'ils se sont brusquement souvenus que Birgit et Karl transportaient dans le coffre de la Mercedes un jerrycan d'essence qui leur servait à allumer le feu au camping où ils avaient séjourné avant l'hôtel Regina. Or, d'après les journaux qu'ils ont lus, aucun jerrycan n'a été retrouvé par les enquêteurs dans la voiture accidentée. Or, ils sont formels, Pierre et Sylvie Larue. Il y avait un jerrycan métallique en permanence dans le coffre de la Mercedes. Alors il me vient une pensée. Et si Karl avait raison, si Birgit avait voulu se suicider, si elle avait vidé le contenu du jerrycan dans la voiture, qu'elle ait pris la route, et que, à un certain moment, elle ait jeté sur le sol de la voiture une allumette enflammée. Il ne me reste plus qu'à attendre les résultats de l'expertise. Des faits troublants ayant été constatés lors de l'enquête, le juge d'instruction a délivré une ordonnance de commission d'experts avant de déterminer les causes de l'accident. L'expertise a lieu le 24 juin à 18h et les conclusions extrêmement précises sont étonnantes. Avant de prendre la route pour son dernier voyage, Birgit a préparé sa voiture d'une bien étrange façon. Elle s'est munie d'un tuyau de néoprène d'une longueur de 4,50 m. Elle en a branché une extrémité sur le tuyau d'échappement à l'arrière du véhicule, puis, le faisant passer sur l'aileron arrière droit et le long du flanc droit, elle l'a fait pénétrer dans l'habitacle par l'entrebâillement du déflecteur arrière droit, jusqu'à la boîte à gants dont le couvercle permettait d'en coincer l'autre extrémité. La longueur du tuyau fondu correspond exactement à la distance séparant le déflecteur de la boîte à gants. En fait, il s'agit de la seule partie du tuyau se trouvant dans la voiture au moment de l'incendie. Le dépôt remarqué à l'intérieur de ce tuyau est manifestement constitué par les gaz d'échappement du moteur diesel. La pince de bureau que le chef Beauvais avait trouvée dans la voiture calcinée avait été placée sur la tige du sélecteur de vitesse qui longe la colonne de direction de manière à l'enserrer très fortement. Suivant la position que Birgit voulait lui donner, par simple rotation commandée du bout du pied, ces deux branches pouvaient maintenir l'accélérateur enfoncé pour le régime de moteur souhaité. Birgit a remonté les glaces de manière à ce qu'elles soient complètement fermées, comme en témoignent les commandes de crémaillère.
Elle a obturé l'entrebâillement du déflecteur utilisé pour laisser passer le tuyau de néoprène avec des tampons de papier et de chiffon dont le chef Beauvais a retrouvé les restes carbonisés sur le plancher arrière de la Mercedes. Ayant ainsi bien étrangement aménagé son véhicule, Birgit a pris la route. Après avoir atteint sa vitesse de croisière, elle a bloqué l'accélérateur avec la pince de bureau. En très peu de temps, l'habitacle s'est trouvé rempli de gaz d'échappement à forte teneur en oxyde de carbone extrêmement toxique. À ce moment-là, Birgit a dû perdre connaissance. La voiture a obliqué légèrement, roulant sur l'accotement, puis, ses roues droites s'engageant dans le fossé, elle a terminé sa course contre un poteau électrique, puis contre le mur d'une maison. Sous l'effet du choc, la batterie a été projetée vers l'avant, entraînant le câble positif qui aussitôt a provoqué un court-circuit et une étincelle sous le tableau de bord. L'habitacle étant saturé d'un mélange détonnant et combustible, son embrasement a été immédiat et total, rendant toute intervention des sauveteurs impossible. L'absence de choc sur le volant démontre qu'au moment où la Mercedes roulait dans le fossé, la conductrice, déjà intoxiquée, avait basculé inconsciente sur les sièges avant. Ainsi, Birgit s'était suicidée d'une manière sophistiquée mais très efficace. Karl Strauss, innocenté, repartit dans son pays le lendemain même de l'expertise. Le commandant Largnac trouva le mot de la fin pour cette triste affaire. Vous voyez, Kermadec, j'avais bien senti que cet accident, il n'était pas catholique. En fait, c'était un suicide. Oui, mais dites-moi, Largnac, au juste, qu'est-ce que c'est un accident catholique? Ah, sacré Kermadec, toujours le mot, la pointe, hein? Allez, bonne soirée.